L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Je tiens à remercier la présidente de la Maison de l'Europe pour avoir rappelé combien les valeurs spiritualistes étaient au cœur de l'idéal humaniste. Et notamment son passage de Bruxelles à Strasbourg, de l'économie à la démocratie, était tout à fait m'a passionné. Je tiens à remercier évidemment aussi le président de la Fondation Clarins pour avoir rappelé un auteur cher à mon cœur, Jean-Jacques Rousseau. L'Europe, c'est une urgence aujourd'hui. L'idéal humaniste, c'est une nécessité aujourd'hui, plus que jamais. Mais l'idéal humaniste, ce n'est pas un rêve comme ça, une idée vague au ciel des idées. L'idéal humaniste, c'est un combat contre les idéologies totalitaires qui renaissent dans le monde aujourd'hui. Vous avez, Madame la Présidente, donné l'exemple de la Pologne. La Pologne qu'on a accusée d'antisémitisme alors qu'elle a été doublement victime et du nazisme et de l'Union soviétique. La Hongrie, je ne peux pas ne pas penser à Imre Kertész, dont le premier livre, Être sans destin, est déjà une alerte, et à tous ces journaux. En Hongrie, c'est un homme qui combat. Aujourd'hui, les totalitarismes sont une menace de plus en plus forte sur notre monde. Pas seulement en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe. Quand on voit les États-Unis d'aujourd'hui, quand on voit la Russie, quand on voit etc., je nous demande de combattre. Maintenant, j'en viens à celui qui m'accompagne depuis longtemps, à savoir Stefan Zweig. Notre propos est simplement d'essayer de décrire les différentes formes qu'a prises l'humanisme chez Zweig. Je rappelle quand même ces dates, c'est toujours bon de rappeler les choses élémentaires. 1881, 22 février 1942, à Petropolis, dans un double suicide. L'humanisme au regard de son idéal européen, et j'essayerai de faire comprendre comment, radical, celui-ci a pu virer en un idéalisme tragique. Comment cet humanisme radical a pu devenir un idéalisme tragique. Zweig est passé, je dirais, d'un humanisme général, humani nihil ame alienum puto, disait Terence. Bon, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, selon l'expression de Terence, d'un humanisme qui au départ, et je remercie Clémence Revest, qui au départ, dans l'Europe des 15 et 16e siècles, s'est présenté comme une contre-culture, combattant la scolastique et adossé à l'étude des classiques, ce qu'on a appelé les humanités. Et j'ai pensé, dans ce que vous avez montré dans les diapositives, je pensais à un homme, un Italien, profondément humaniste, qui rappelait aussi le rôle des moines, dénichant dans les caves obscures, dans les prisons, des manuscrits poussiéreux, Umberto Eco. Bon. L'étude des classiques, donc, comment, d'un humanisme, je dirais, ordinaire, au fond, comment on est passé à un humanisme, comment Zweig est passé à un humanisme spécifique de solidarité et d'engagement humanitaire. Solidarité et engagement humanitaire. Ce sont les deux valeurs, au fond, que j'essaierai de développer. Il parle en 1934 d'un devoir de solidarité active avec les Juifs de son temps, dans un hommage à Max Brod. Max Brod, vous savez, l'ami de Franz Kafka. Max Brod, qui depuis tant d'années est parvenu en lui-même, d'une manière dont on ne saurait trop lui savoir gré, à mettre toujours mieux en harmonie
l'artiste, le juif et l'homme secourable et organisateur. Alors, comme toujours chez Zweig, quand il parle de quelqu'un d'autre, c'est un autoportrait. Il parle de lui-même. Comment concilier l'artiste, le juif, et l'homme secourable et organisateur? Zweig a toujours cherché un équilibre harmonieux entre l'écrivain amoureux des arts, le juif, et l'homme qui vient en aide à ceux qui le lui demandent, à ceux qui sollicitent son aide. À ceci près que son engagement humanitaire était loin d'être institutionnel. Il s'est notamment mis au service d'enfants juifs de moins de 18 ans d'Allemagne et d'Autriche. Prenant en dégoût la politique telle qu'elle était pratiquée par des intellectuels ayant le choix entre la peste du nazisme et le choléra du stalinisme, il choisit d'être au-dessus des partis. Sans doute se souvient-il de son ami Romain Rolland, le livre, enfin au départ c'était un article du Journal de Genève, au-dessus de la mêlée. Autant anti-stalinien qu'anti-nazi, Zweig ne fut jamais anticommuniste. Romain Rolland s'était agacé de cet anti-stalinisme de Zweig, car il lui reprochait de ne pas comprendre ou d'accepter qu'il n'existait plus de force antifasciste réelle que celle de l'Union soviétique. Ainsi, Zweig s'est-il tourné vers une nouvelle forme d'engagement, associant les valeurs de solidarité et d'humanitaire. Et il s'est paradoxalement, lui qui détestait la politique, il s'est paradoxalement repolitisé, mais sous quelle forme? Sous forme d'un humanisme apolitique devenu humanitaire. Puis, notre propos est d'essayer de montrer que cet humanisme, devenu à son tour radical, il serait aujourd'hui malséant de l'appeler radicalisé, le conduisait à un idéalisme tragique. Entre les deux, et opérant sans doute une transition, un texte étonnant de juin 1925 pourrait être qualifié de spiritualiste, je dirais presque de coloration occultiste. C'est un élan indirect de Thomas Mann. Il commence ainsi. « Génie de la responsabilité, invisible puissance derrière les œuvres et les mots, pourquoi apparais-tu désormais si rarement dans notre monde de l'esprit, toi qui restes caché ?» Texte étonnant, difficile à interpréter. Bon. En 1936, dans un hommage à l'auteur d'Au-dessus de la mêlée, Stefan Zweig dépeignait ainsi celui qui fut un ami, un maître, grande conscience intellectuelle et morale de l'Europe, à savoir Romain Rolland. Voici ce qu'il en écrit. Celui qui était en conflit avec sa conscience, qui hésitait, soit en temps de paix ou pendant la guerre, qu'une détresse intérieure tourmentait, et celui qui, sorti de ses doutes, cherchait un appui spirituel et moral qui fit autorité à ses yeux, celui-là était très consulté sur le destin du monde. Or, il s'agit encore d'un autoportrait. Qu'il s'agisse de Montaigne, son double en humanisme, dont il écrit dans une lettre du 22 janvier 1942 à Jules Romain, « Je n'écris pas une biographie, et ce n'est pas autre chose que son combat pour la liberté intérieure que je me propose de montrer comme un exemple. » D'Erasme, dont il écrit dans une lettre à Joseph Roth du 10 octobre 1937, « Quand on ne peut pas imposer des décisions par la lutte, il faut prendre le large. Vous oubliez, vous, mon ami, que j'ai présenté publiquement mon problème dans Erasme et que je ne défends qu'une seule chose, le caractère intangible de la liberté individuelle. » Ou de Castellion, l'intellectuel humaniste qui s'est détourné de la politique. Chaque fois, évidemment, c'est lui qu'il confesse. Ainsi, Zweig était homme pathétique, homme troublant, troublé, homme séduisant. Il était constamment en conflit avec sa conscience. Il en résulte un conflit permanent pour tout artiste qui prend son art au sérieux, mais qui, d'un autre côté, voudrait se montrer à la hauteur de son obligation morale, écrit-il. Il était effectivement rongé par une détresse intérieure, dialoguant avec ses fantômes, cherchant un appui spirituel et moral qui fit autorité dans un projet d'avenir qui s'appelle l'unité européenne. Mais cette idée est celle d'une Europe idéale
qui n'a peut-être jamais existé, et Zweig, je dirais, c'est cet homme qui est resté sur le seuil du réel. Zweig a toujours eu confiance, malgré tout, en une Europe supranationale et cosmopolite, une Europe des cultures et des langues. Il nourrissait par exemple le projet d'une revue littéraire internationale réalisant ou résumant une fois par mois des réalisations culturelles juives et publiant 2 éditions, l'une anglaise, l'autre allemande, projet qu'il élargissait à l'école, à l'université, aux échanges entre jeunes gens de nationalités différentes, d'Erasme à Erasmus, il n'y a pas loin, Erasmus 1987, la création qu'a rappelé Clémence tout à l'heure. Et il détaillait ce projet en 1932 dans une conférence pour le Congrès sur l'Europe à Rome. Voici ce qu'il écrit. Un organe de presse commun aux Européens, une revue, ou mieux encore un journal quotidien, contribuerait éminemment à une telle entente. Publié dans toutes les langues d'Europe avec le même contenu, eh bien, je dirais que ce projet s'enracine dans un idéalisme indestructible. Idéalisme indestructible selon ses propres termes. Mais il existe, attention, 2 espèces d'idéalisme. Je sais que le terme idéalisme fait penser involontairement à quelque chose de superficiel, un infantilisme de la pensée et de la vue, et que, peu à peu, nous en venons à avoir une certaine crainte, mêlée de compassion, pour tous ceux qui se réjouissent aux beaux mots de liberté et de progrès, comme des enfants devant des billes de verre multicolores. Mais à côté de cette sorte d'idéalisme, il en existe une autre, que je voudrais appeler l'idéalisme tragique, héroïque même. Eh bien, c'est de cette espèce que Zweig se réclame, tout en étant vacillant dans ses certitudes face au naufrage de l'Europe. L'héroïsme consiste néanmoins à déclarer « Nous qui croyons à une Europe future et qui y vivons déjà par l'esprit. » Par l'esprit et par l'écrit. Un humaniste, qu'est-ce que c'est un humaniste? C'est quelqu'un qui croit en la valeur irremplaçable de l'écrit, les humanités, et qui privilégie la diffusion des idées par cette voie. Humaniste aussi est la déclaration de Zweig en 1928 contre la peine de mort, dans ses 2 aspects, vestige d'arriération moyenâgeuse et effet dissuasif nul. Cependant, le plus intéressant sans doute dans ce texte est la conclusion de cette intervention. Mais je crois que l'humanité ne doit pas être éduquée par le moyen du tourment infligé à certains individus. Et partout où cette souffrance, qui est le lot de millions d'individus, peut être atténuée ou éliminée pour quelqu'un, règne un droit supérieur à celui de la justice. Naturellement, nous pensons à Albert Camus. Pour Zweig, l'éducation européenne s'opère par la communication et le partage des idées. Il se projetait en avant, allant jusqu'à envisager en 1936 le projet d'une collection de livres à bon marché, un peu comme Penguin, pour y accueillir les auteurs de langue allemande déclarés indésirables en Allemagne et pour que la littérature allemande ne soit pas découverte par la nouvelle génération sous une forme politiquement falsifiée et rétrécie. Il faudra, écrit-il, donner à cette collection une présentation homogène pour qu'elle soit perçue comme une unité. Elle comprendra des romans, des essais, des anthologies, des œuvres philosophiques, mais seulement les meilleures de chaque catégorie. Cette collection devra constituer une entreprise autonome, rattachée à une maison d'édition anglaise ou américaine de premier plan, peut-être aussi un éditeur français pour la diffusion sur le continent. Donc vous voyez, toujours ce rêve d'unité de volonté, de rassemblement des esprits autour d'un projet commun. Mais cette conviction forte, chevillée au corps, d'un sauvetage de l'Europe par la culture et par l'esprit, sera aussi ce qui le fera sombrer dans un monde en guerre, dans une Europe devenue peu à peu étrangère, comme effondrée, faisant retour à un nouveau nationalisme. On n'en est pas loin aujourd'hui. En 1940, il écrivait « Nous avons gâché l'idée européenne en cédant aux différents nationalismes. Nous avons sacrifié l'idée de l'autonomie individuelle au profit de diverses idéologies de masse. »
la force de Zweig est devenue faiblesse, la faille, faillite. En quoi maintenant l'humanisme de Zweig peut-il selon nous être qualifié de radical? C'est d'abord un humanisme qui assume le choix d'aller jusqu'à enfermer ses convictions dans la tour d'ivoire de la littérature, de l'écriture, de la culture au sens le plus général. La musique jouait un rôle non négligeable dans cette communion des esprits par la culture. Pourquoi la musique? La musique est une langue sans parole, donc d'emblée universelle. Et rappelons, Zweig possédait une très belle collection de manuscrits musicaux. Zweig a été le librettiste de Richard Strauss pour La femme silencieuse. Zweig rencontrait Arturo Toscanini, Bruno Walter, pendant le festival à Salzbourg. Peut-être Thomas Mann, passionné de musique, Thomas Mann qui déclarait « Si je n'avais pas été romancier, je serais devenu chef d'orchestre ». Thomas Mann, dans ses appels aux Allemands, 1940-1945, sans doute en écho aux appels aux Européens de Zweig, dénonçait comme une erreur explosive la confusion entre d'un côté l'histoire du national-socialisme allemand, de l'autre l'esprit allemand, celui de Dürer, de Bach, de Goethe, de Beethoven. Séparation dont Zweig était lui-même convaincu, tellement il croyait en la force intrinsèque de la culture pour reconstruire l'Europe. Ensuite, c'est un idéalisme qui se porte toujours du côté des faibles, des vaincus, des malheureux, des opprimés, dans lesquels sans doute Zweig se reconnaît surtout à la fin de sa vie. Cette conviction inaltérable chez lui d'une unité politique, morale et spirituelle de l'Europe, démentie chaque jour par des événements tragiques. Nous ne devons pas faire de l'Europe un nouveau nationalisme et devenir des Européens aussi bornés que le sont aujourd'hui les nationalistes de certains pays. Cette conviction a vocation à préserver et à maintenir le bien le plus précieux, l'indépendance et la liberté intérieure de l'esprit. C'est que Zweig a toujours opposé les ressources de l'intériorité, qui sont vite devenues un refuge, ces ressources, au tragique des événements extérieurs. Cessons enfin de confondre la force extérieure avec l'efficience créatrice. Il recherchait la tranquillité pour travailler en paix lorsqu'il est parti pour le Brésil. Mais là, éloigné des bibliothèques, privé des documents attendus, les lettres de ses amis lui parvenaient trop tardivement. Il écrit « Chose étrange, on n'aime pas écrire si on sait que les lettres arrivent refroidies par la durée du trajet. Et ici, je me sens tout à fait isolé. Il y a des semaines où je ne reçois pas un seul courrier », écrivait-il à Jules Romain le 19 février 1942. Ainsi lui-même a-t-il fini par s'étioler. Lui qui cherchait le calme et la sérénité nécessaires pour écrire, pour penser, n'a rencontré qu'une solitude glacée, avec pour seul compagnon un petit fox terrier. Vous me direz, mais et sa seconde épouse, ancienne secrétaire, et Lotte? Eh bien voici ce qu'il en disait devant elle, avec un sourire triste. J'avais cru, en épousant une jeune femme, m'assurer une provision de gaieté pour mes vieux jours, et voilà maintenant que c'est moi qui suis obligé de la remonter. Ça, c'est ce dont se souvient Jules Romain. Du Brésil, il écrit « On se sent ici plus loin de l'Europe, dans le bon sens, qu'on sent moins son agonie, dans le mauvais sens, qu'on est plus isolé, sans vrais amis, sans livres. Avant tout, il faut retrouver l'équilibre et combattre la fatigue morale qui m'a envahi les derniers mois. Je suis plus européen que je ne le croyais. » Alors le Brésil, évidemment, il a fait un éloge dithyrambique à la fois de la nature brésilienne et de la gentillesse de ses habitants. Mais on le lui a reproché, ce livre a été très mal compris, parce qu'au fond, c'était un livre idéaliste, mais au sens de rêveur, n'est-ce pas, de rêve. Un tel humanisme ressemble fort à un lent processus d'autodestruction. Radicalisme dans l'humanisme encore, de croire que l'on peut combattre l'ennemi par les armes de la littérature, de l'art et de l'esprit. Ce ne sont pas les exploits des armes, mais les réalisations de l'esprit qui ont toujours fait notre force
écrit-il, au risque d'accepter, voire de revendiquer, sa faillibilité que ses amis interprétèrent comme une faiblesse. La prétendue lâcheté d'une nature conciliante. Cette nature s'accompagne du refus d'intervenir dans les événements du monde. Son apolitisme réaffirmé, la politique ne pouvant être que dégradante. Apolitisme qui renouerait avec la tradition de la Respublica Literaria des humanistes, selon Jacques Le Rider. Il rêvait d'une république des lettres assez forte pour tenir tête à 3 totalitarismes. Fascistes, nazis, staliniens, considérés comme 3 excroissances différentes du nationalisme. Mais cet apolitisme viscéral le conduisit jusqu'à se dédire, après avoir accepté en mai 1933 de collaborer à une revue anti-nazie de Klaus Mann, le jeune Klaus Mann, revue qui s'appelait Die Sammlung, c'est-à-dire ça veut dire la collection, le rassemblement. C'était une revue au fond qui, on dirait aujourd'hui, qui a vocation à publier les bonnes feuilles, n'est-ce pas, des morceaux choisis des meilleurs auteurs de langue allemande, c'est pas Die Sammlung. Il avait donc accepté de lui envoyer un chapitre de son Erasme en mai 1933. En septembre, il se rétracte pour 2 raisons convergentes. Son éditeur, Kippenberg, directeur des éditions Insel, le prévint que c'était une revue très politiquement engagée et surtout ne le prévint pas lorsqu'il prit l'initiative de publier la lettre de désistement de Zweig en octobre dans le journal de la librairie allemande contrôlée par les nazis. Cet apolitisme, poussé jusqu'au refus de s'engager contre l'ennemi, lui fut vivement reproché par ses amis, notamment par Joseph Roth, par exemple dans cette lettre du 26 mars 1933. « Vous êtes allé contre la guerre en tant que juif, et moi je suis allé à la guerre en tant que juif. Nous avons de nombreux camarades tous les deux. Nous ne sommes pas restés à l'arrière. Sur le champ de bataille de l'humanité, on pourrait dire de la même façon qu'il y a des juifs de l'arrière. Il ne faut pas devenir comme eux. Je n'ai jamais surestimé le tragique juif, surtout pas maintenant, où il est déjà tragique d'être simplement un individu convenable. » Voilà tout à coup Zweig qualifié de juif de l'arrière parce qu'il a refusé de s'engager. C'est qu'il se défiait beaucoup de l'idée de l'intellectuel engagé, comme le rappelait Jacques Le Rider dans un entretien avec Magali Borel en juillet 2016, au moment de la sortie d'un film de Maria Schrader, Stefan Zweig, Adieu l'Europe. Engagement de l'intellectuel qui sera illustré évidemment dans les années plus tard, dans les années de l'existentialisme, par Jean-Paul Sartre. À rebours de quelqu'un comme Sartre, Zweig pensait « L'intellectuel a toujours échoué et il échouera toujours. Voilà pourquoi il ne devrait jamais quitter le cloître protecteur de ses livres. » Pourtant, Zweig a toujours préféré ceux qui ont échoué, au point même de faire un vibrant éloge du défaitisme. « Soyons défaitistes », reprend-il dans une anaphore, « soyons défaitistes, soyons défaitistes, soyons défaitistes », écrit-il en août 2018, en juillet-août 2018. Au fond, c'était une contradiction, parmi de nombreuses autres, conséquence de son ambiguïté. Plus encore, conséquence d'un Zweig parlant avec ses fantômes dans un grand rêve d'enfance de l'humanité. Attitude romantique face à l'histoire. Vous écrivez, vous vivez comme un romantique, lui écrivait Roth le 24 juillet 1933. Après tout, qu'est-ce que le romantisme ? Sinon une forme romanesque, poétisée d'idéalisme. Un romantique est quelqu'un qui se laisse envahir par une sensibilité débordante, qui est volontiers exalté, fortement imaginatif, enclin à la rêverie plus que guidé par la raison. La tragédie n'est jamais loin. Pour un Européen en détresse, dans une Europe devenue nationaliste, mais qui, dans son ensemble, se trouve plongé dans une crise permanente depuis 1914, il est de plus en plus difficile d'assister passivement à la catastrophe,
à la fois sans vouloir intervenir pour contribuer à l'enrayer et sans perdre sa lucidité intellectuelle. Ce ne sont pas les langues, les montagnes et les mers qui séparent les hommes, mais bien leurs préjugés et leur méfiance. En témoignent par exemple les dernières lettres adressées du Brésil à Jules Romain, où il fait état notamment de toutes sortes de dépressions psychiques, et même, le mot est de lui, d'un breakdown, le sien. Mais quand il parle de breakdown, parlant de lui, il parle sans doute aussi de l'Europe. Il écrit de Petropolis le 28 octobre 1941. « Vous m'avez vu à Ossining, si déprimé, donc je puis comprendre tout ce que ce temps maudit demande de nous. Ici, je reprends un peu mes forces après ce breakdown. Vous avez au moins votre langue, votre public, pendant que je me sens comme Keats qui faisait écrire sur sa tombe « Written in water ». Mais il faut s'habituer à tout, et je lis ici Montaigne comme une découverte. Certains auteurs se révèlent à nous seulement à un certain âge et dans des moments choisis. Ma crise intérieure consiste en ce que je ne peux pas m'identifier avec mon moi du passeport, de l'exil, du je ne sais pas où, écrivain sans son public. Coriolanus, qui est le pays dont il écrit et utilise la langue, être sans droit d'être nulle part, un amas de contradictions au lieu de l'ancienne unité. Coriolanus, je vous rappelle, c'est une tragédie de Shakespeare, publiée en 1623. Nous comprenons que dans ce contexte et dans ces conditions, son suicide, minutieusement préparé, soit une conséquence de sa solitude, mais plus encore de sa profonde crise d'identité, qui était double, comme juif et comme exilé. Au terme de ce parcours, je posais une question. N'aurions-nous le choix aujourd'hui qu'entre deux métaphores ? Celle d'une cage d'acier, figurant, selon Max Weber, l'ensemble des contraintes d'efficacité qui enferment l'homme moderne. Une Europe congestionnée, apoplectique, pour cette raison irritable, excitée, hyperactive. Nous ne devons pas faire de l'Europe un nouveau nationalisme et devenir des Européens aussi bornés que le sont aujourd'hui les nationalistes de certains pays. Combien cela résonne aujourd'hui. Ou bien, seconde métaphore, celle de la brèche du temps, selon Hannah Arendt, c'est-à-dire l'interruption par la capacité de commencer du cours du temps. Livré à lui-même, le temps mène inéluctablement à la ruine et à la mort. Car le monde est toujours hors de ses gonds. La crise n'est pas un moment de basculement d'un État dans un autre, elle est permanente. L'Europe est plongée dans une crise permanente depuis 1914. Toute l'Europe est troublée par la percée des forces fascistes et national-socialistes qui ont besoin pour survivre de rester constamment en mouvement. Mais notre génération a peu à peu appris le grand art de vivre dans l'insécurité, expliqué de Zweig en 1939 au terme d'une tournée de conférences aux États-Unis. Ainsi, la crise de l'Europe, qui entraîne avec elle celle de l'humanisme, à moins que ce ne fût l'inverse, nous oblige-t-elle à être responsables de notre monde et surtout de sa durée. Dans son dernier discours public devant le Parlement européen, à Strasbourg, en 1995, le président François Mitterrand, déjà très affaibli par la maladie, appelait à cette responsabilité collective. Il disait « Il faut vaincre ses préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement le passé, cela peut être notre avenir. » N'est-ce pas, Madame Larrière s'en souvient. 40 ans plus tôt, Madame Lannuire, 40 ans plus tôt, fin juin 1945, paraissait un roman de Romain Gary qui s'appelle « Éducation européenne ». On n'a pas prêté assez attention à son titre. L'Europe, objet d'éducation. Éducation européenne. C'est sans doute ce dont ses pères fondateurs ne se sont pas suffisamment préoccupés. Je dis bien pas suffisamment. En laissant passer l'économie avant la culture, par la suite. À l'inverse, la dimension économique était presque totalement absente chez Zweig. Dans ce roman, Éducation européenne, Yannick, un des personnages, s'adressait ainsi à Zosia. Zosia, ça veut dire fillette. La haine ne se désapprend pas, elle est comme l'amour.
Qu'est-ce que le fascisme demandait Zosia. Je ne sais pas exactement. C'est une façon de haïr. Un peu plus loin, Gary écrivait « Yannick demanda à Dobzhansky « Tu aimes les Russes, toi ?»« J'aime tous les peuples, dit Dobzhansky. J'aime tous les peuples, mais je n'aime aucune nation. Je suis patriote, je ne suis pas nationaliste. Quelle différence? Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Les Russes, les Américains, tout ça. Il y a une grande fraternité qui se prépare dans le monde. Les Allemands nous auront valu au moins ça. Les Allemands nous auront valu au moins ça. L'idéalisme de Dobzhansky fut partagé par Zweig, Européen convaincu, sans territoire, mais aussi désespéré par la haine, qui est à la racine de tous les nationalismes. L'appel à la fraternité, à l'union entre les peuples, lancé par lui, face à l'absurdité d'un monde en guerre, est peut-être relayé et entendu aujourd'hui par la jeunesse dans tous les pays, en alertant, en poussant même un cri d'alarme sur les conséquences d'une troisième guerre mondiale s'étendant à l'humanité entière et opposant des pays nationalistes à des pays responsables démocratiquement. Je parle de la gravité, de l'urgence, des conséquences du dérèglement climatique, notamment l'extinction programmée de plusieurs espèces animales indispensables à l'équilibre de la biodiversité. Cette question d'un avenir commun d'un avenir de l'humanité, non soumise à la peur, fut évoquée notamment par le philosophe allemand Hans Jonas dans Le Principe responsabilité, paru en 1979, où il étudie différents aspects, celui de la nourriture, de la matière première, de l'énergie nucléaire, le problème thermique. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Cet impératif se substitue à l'impératif kantien. C'est en prenant la mesure de cet enjeu, croyons-nous, que se réalisera peut-être, cette unité par l'esprit de l'Europe. Et au-delà, rêver plus que penser par Zweig. Notre devoir n'est pas de sauver la planète ni de construire un monde meilleur. Notre tâche est plus modeste, empêcher que les générations futures ne disparaissent. L'existence future de l'humanité, cela veut dire simplement que des hommes continuent de vivre. Zweig aurait-il souscrit à cet appel? Nous pouvons l'imaginer, mais il nous est difficile d'imaginer Zweig heureux aujourd'hui, ce qui implique unifier dans sa personne. Son idéalisme ne faisait pas obstacle à sa très grande lucidité. Alliance qui renforce encore son caractère tragique. Jugeons-en plutôt. Nous vivons la crise sociale et politique la plus grave des temps modernes. Et une irritation latente et dangereuse s'est répandue dans de vastes cercles. Les masses ont le sentiment que leur niveau de vie est en train de se réduire. Elles voient leur sécurité menacée. Et il est absolument impossible de leur faire comprendre les causes réelles de la crise mondiale. Il ne sert à rien de leur parler d'économie politique. Elles veulent apercevoir des causes visibles et tangibles de la crise. L'exemple de l'Allemagne montre qu'en temps de crise, il est facile d'exacerber l'hostilité ou tout au moins de semer la défiance envers un groupe particulier et de le faire apparaître comme seul responsable de tous les maux. Combien ces quelques mots résonnent avec l'actualité immédiate. La dictature de la violence, la dictature de l'idéologie, la dictature du totalitarisme est notre menace quotidienne. À ceci près, je dirais que le mondialisme pour le pan-européen Stefan Zweig ne se confondait pas avec ce que nous appelons trop facilement mondialisation. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce vibrant plaidoyer, Guy Samama. Moi, je vous écoutais en parlant de François Mitterrand. Je faisais une émission sur France 3 qui s'appelait Continental et nous avons repris en direct cette intervention où il disait le nationalisme, c'est la guerre. Et moi, j'y ai pensé l'année dernière parce qu'il se trouvait que je faisais pas mal d'émissions avec les vétérans britanniques. On a toujours tendance à dire que les vieux Britanniques ont voté pour le Brexit.
Ce n'est pas vrai. Les très vieux Britanniques, les vétérans, ceux qui avaient plus de 90 ans, je faisais des micro-trottoirs et je me souviens d'un monsieur qui était en fauteuil roulant et qui était scandalisé, lui, par le Brexit. Il a dit, mais pas en notre nom, nous. Nous, on s'est battus pour autre chose. En fait, c'est des vieux, mais des pas très vieux Britanniques qui ont voté beaucoup pour le Brexit. Ceux qui avaient combattu pendant la guerre de la génération de mon père étaient un fervent européen. Voilà.